Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Vraiment sereine et avec l'envie de performer, mais avec le sourire. Donc c'est vraiment, ça c'est la base de mes jeux. Quand je suis partie, j'ai dit je veux pas revivre ce que j'ai vécu à Tokyo en pleurant à toutes mes courses. Je veux pouvoir partager de la joie, le sourire et être moi-même. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt, je développe une passion pour l'Olympique lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit toujours aujourd'hui à tel point que j'aime tous les sports et surtout ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Place aujourd'hui donc à une athlète membre de l'équipe de France de paranatation, Emeline Pierre. Enfant, Emeline touche à tous les sports, elle bouge tout le temps et fait de la gym et de la natation. Mais tout bascule pour elle après une blessure mal soignée en gymnastique. Malgré cet accident, elle puise sa force dans la natation et découvre un nouveau monde, le handisport. Ensemble, nous avons parlé de sa victoire lors des Jeux de Paris, cette préparation pour éviter à tout prix de retomber dans ces vieux démons de Tokyo 2020, et puis cette explosion de joie en communion avec tout le public français à Paris. On discute aussi de l'après-jeu, comment se remettre de ses émotions et se fixer de nouveaux objectifs. Emeline nous partage son histoire, ses doutes et ses victoires, une très belle leçon de vie et surtout d'écoute de soi. Je te souhaite une très bonne écoute et ensemble, vibrons plus fort. Quand j'ai vu pour la première fois mon invité du jour, j'avais un nœud au ventre. Je l'ai vu en pleine compétition derrière ma télé lors des Jeux de Paris 2024. Alors j'imagine que je l'avais déjà un peu vu à Tokyo, mais que mes souvenirs se sont un peu brouillés et je les ai oubliés. Et alors sa course à Paris, elle était tellement serrée que j'en ai eu le souffle coupé avant de fondre en larmes puisque je vis pleinement mes émotions devant le sport. Mais elle vous racontera ça bien mieux que moi. En tout cas, je suis ravie de la recevoir dans mon podcast. Elle nous a transmis de très belles émotions cet été. Et là voilà, dans Tribune et Podium. Bonjour Emeline. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans Tribune et Podium. Pour te présenter aux auditeurs et auditrices, j'aimerais que tu me racontes qui tu es dans les bassins en une phrase et qui tu es en dehors des bassins en une autre phrase. Alors, je pense que dans les bassins, je suis quelqu'un d'assez déterminé et travailleuse. Et en dehors des bassins, je dirais quelqu'un de très bienveillante et enthousiaste. Donc, vous l'avez compris, Emeline est une paranageuse de l'équipe de France. Mais pour toi, ça n'a pas commencé avec la natation. Raconte-moi un peu comment le sport est entré dans ta vie. Alors, j'ai toujours été une petite fille très, très dynamique. Et donc, mes parents avaient une règle à la maison, c'est que tous les ans, je devais choisir une activité extrascolaire. Donc, je suis passée par beaucoup de sports. Tous les ans, généralement, je changeais de sport parce que j'aimais bien découvrir, j'aimais bien rencontrer de nouvelles personnes, voir autre chose. Jusqu'à l'année en 2013 où j'ai décidé de commencer la gym et la natation en parallèle. Donc, je faisais deux sports l'un avec l'autre. Mais t'as commencé tard finalement la gym par rapport à l'histoire que je connais de toi. Ouais. T'avais quel âge? Alors, j'en ai fait une première fois vers 8 ans et après j'ai repris quelques années après parce que j'ai toujours aimé ces sports, mais en fait j'ai toujours aimé d'autres sports aussi, donc j'y suis revenue plus tard. Et à la natation, je m'y suis mis parce que mon parrain m'amenait tous les étés dans les Landes et je pouvais passer 2 à 3 heures constamment dans l'eau, mais sans sortir de l'eau. Et il y a un été, il m'a dit j'en peux plus. Là, il faut faire quelque chose. Est-ce que t'étais la petite fille qui court dans l'eau à peine arrivée à la plage et tant qu'on part pas de la plage, t'es encore dans l'eau, quoi? Mais exactement, je ne me posais jamais sur ma serviette. Et le problème, c'est que dans les Landes, c'est des plages où il y a beaucoup de risques, où c'est un peu dangereux. Donc mon parrain restait dans l'eau avec moi. Et un jour, il en pouvait plus, il m'a dit, à la rentrée, je te paye des cours de natation dans la piscine municipale d'à côté de chez nous. Et t'apprends à nager parce que je veux plus rester comme tu fais 3 heures dans l'eau, j'en peux plus, moi, j'ai plus l'âge. Donc en fait, j'ai débuté vraiment les cours de natation comme ça, même si j'ai toujours aimé l'eau. Et c'est par la suite ce nageur avec qui je prenais des cours qui est venu voir ma mère à la fin d'un cours en disant elle a une glisse incroyable, faudrait vraiment qu'elle aille apprendre à nager dans un club et qu'elle fasse de la compétition. Et j'ai commencé la natation en compétition comme ça, du coup en parallèle avec la gym que j'avais repris aussi.
Et du coup, vu que tu faisais à la fois la gym et la natation, tu préférais quoi, vu que en fait, t'aimais bien être dans l'eau quand même, de ce qu'on comprend. En fait, c'était vraiment deux disciplines différentes où j'avais pas les mêmes envies et les mêmes qualités aussi. En fait, on te demandait tellement pas la même chose que je pouvais pas choisir un des deux. C'était tellement deux disciplines différentes, mais qui étaient complémentaires pour moi parce que je m'amusais pas de la même façon que j'adorais ce rythme qui s'alternait. Et comment alors moi je le sais, mais je vais quand même poser la question pour qu'on connaisse bien toute ton histoire. Comment se fait la transition où tu finis par faire que de la natation en paranageuse en plus? Du coup, en fait, sur l'année de 2013, je faisais les deux et je faisais des compétitions dans les deux sports aussi. Et sur un week-end de février, j'étais en compète de gym le samedi et je devais être en compète de natation le dimanche. Donc vraiment un Yes, rythme le bon soutenu même pour programme. mes parents. Et sur la compétition de gym le samedi, je chute de la poutre et je me fais une luxation du coude. Donc on m'amène à l'hôpital, etc. Et c'est un chirurgien qui m'opère pour cette luxation qui va me laisser des séquelles. Et du coup, ça va mettre un peu de temps à se réparer, même sans complètement se réparer, mais je passe par plusieurs opérations, plusieurs hospitalisations, donc ça met, je pense, facile un an à vraiment se finir. Et après ça, je décide quand même de continuer les deux sports, de reprendre un peu la vie, entre guillemets, là où elle s'était arrêtée avant que je chute. Pendant que tu étais après l'opération et au moment où bah, tu reprends quand même un peu ta vie, même si tu as encore mal, que tu as, j'imagine, des séances de kiné, etc., tu continues quand même les entraînements de gym ou justement la natation, on le sait que c'est un sport doux et du coup qui est fortement conseillé parfois quand on a besoin de faire de la rééducation et tout. En fait, pendant cette année d'hospitalisation, entre guillemets, je peux quasiment rien faire parce que j'alterne entre plâtre, opération, plâtre, opération. Donc, dans mes souvenirs, il me semble que j'allais quand même quelques fois dans l'eau avec mon plâtre, où on mettait le gros sac poubelle et je venais faire les jambes. Mais c'était tellement des opérations un peu à risque où j'ai eu plusieurs infections, etc. au niveau de la cicatrice parce que il y avait du matériel qui sortait et tout ça, que j'avais pas le droit avec les clés d'aller dans l'eau. Donc ça m'arrivait très rarement d'aller dans l'eau. Mais c'est sûr que directement après l'opération, quand j'ai plus eu de plâtre, le sport vers lequel on m'a dirigé directement, c'est quand même la natation. Parce que c'est un sport doux, c'est un sport où on est porté, où il n'y a pas de choc. Donc c'est vrai que au niveau de la rééducation, c'est un sport où on se redirige très facilement quand même. Mais de moi-même, en étant quand même assez têtue, je suis retournée à la gym, même si le corps médical n'était pas forcément d'accord, parce que je voulais que ça soit un choix personnel d'arrêter et pas un choix qu'on m'infligeait ou qu'on m'imposait en fait. Et du coup, tu décides quand d'arrêter la gym? L'année d'après. Donc je fais quand même la saison entière où en fait je pense que c'était aussi quelque chose de relationnel que j'avais avec le club et d'y retourner et de mettre fin à quelque chose de moi-même, ça me tenait vraiment à cœur inconsciemment. Donc je passe quand même l'année à faire des choses forcément autres que les autres parce que je pouvais pas tout faire, donc je faisais que des trucs en l'air, etc. qui n'utilisaient pas forcément les bras. Mais à la fin de l'année, je me rends compte par moi-même que je pourrais pas m'amuser comme je le voudrais et comme je le faisais avant, donc je décide d'arrêter. Plus le fait aussi que au niveau de la natation, il y a tout ce cursus qui commence à s'ouvrir à moi, on commence à m'interpeller par rapport au monde paralympique, etc. Donc il y a une voie entre guillemets qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Donc en fait, ça fait un peu dans la fluidité quand même. Parce que du coup, suite à cette opération qui s'est mal passée, comment justement le monde de l'handisport s'ouvre à toi? Parce que j'imagine que toi, au début, tu dois juste te dire, bon, bah, ça s'est mal passé, mais ça va finir par se résorber, quoi. Enfin, Ouais, en fait, c'est ça, c'est que donc je suis passée par plusieurs opérations, plusieurs chirurgiens. Ça a été très long parce que comme c'était une erreur chirurgicale, il y a eu un procès derrière, etc. Mais on m'a jamais prononcé le mot handicap et on m'a jamais prononcé le mot séquelle. On m'a toujours dit ah c'est confus, ça aurait dû se passer comme ci, comme ça, machin, et tous se renvoyaient plus ou moins la balle. Donc quand j'étais un peu jetée dans la nature, quand on a décidé que stop, on arrêtait les opérations parce que à chaque fois c'était un échec, je savais pas que j'étais handicapée en fait. Donc j'avais toujours de la kiné, on a récupéré un tout petit peu, mais à un moment donné, il m'a dit là on peut plus rien faire, on a été au maximum des capacités qu'on pouvait avoir. Et en fait, j'avais repris dans mon club valide la natation à côté. Et c'est un jour, comme c'est un petit milieu sur une compétition, un officiel qui tenait un club dans la région est venu me voir et me dit écoute, j'ai entendu parler de ton accident, de ton histoire, etc. Moi, je tiens un club handisport. Je pense que tu pourrais passer dans ce milieu-là. Est-ce que ça te tente d'essayer?
Ouais, toi, c'était même pas une possibilité, quoi. Mais jamais je me serais posé la question. Et pour moi, à cette époque-là, le handicap se résumait encore à quelqu'un en fauteuil ou quelqu'un d'amputé. C'était très, très réduit à ça. J'étais encore jeune aussi, mais j'en avais jamais entendu parler plus que ça du monde du handicap. Et quand ce monsieur me vient me voir, je me rappelle juste me dire, mais de quoi il me parle? Parce que bah, moi, on m'a jamais dit que j'étais handicapée. Et donc, je rentre le soir chez moi et j'explique ça à mes parents. Et en fait, pareil, ils tombent un peu dénus parce que c'est quelque chose qui a été très vite. Eux en ont beaucoup souffert. On comprenait pas totalement ce qui se passait aussi dans nos vies. Et j'ai dit à mes parents, bah, ils nous proposent quelque chose, on peut y aller et puis on voit en fait. On sait jamais. Au pire, ça marche, et puis ça marche pas, mais ça peut quand même être bien. Et c'est comme ça que je rentre dans le milieu paralympique. Et du coup, tes premiers examens qui rendent officielle ta situation de handicap, c'est dans le milieu de l'handisport parce que y a les catégories ou ça se fait quand même un peu avant ou parce qu'en fait, on a presque l'impression que tu y vas en étant bon bah moi je suis semi-handicapée quoi. Enfin, je suis pas vraiment je sais pas ce que je fous là. Le déclic, entre guillemets, un petit peu, mais pas vraiment parce que du coup, comme j'expliquais, comme ça a été une erreur chirurgicale, il y a eu un procès derrière. Et quand c'est un procès contre un milieu médical, c'est très très long. Il y a eu 7 ans de procès derrière. Et donc pour ce procès-là, en fait, j'avais des rendez-vous avec des médecins agréés pour ce genre de choses et qui allaient définir mon pourcentage de handicap, etc. Et donc peu avant que je fasse ma première classification dans le monde paralympique, j'ai été classifiée par la MDPH à 35% quand même handicapée. Donc j'avais déjà ce bagage en moi, comme quoi j'étais reconnue comme une personne avec un handicap quand même. Oui, tu t'es trouvé à ta place du coup quand t'es arrivé dans ce club. Oui et non, en réalité, parce que du coup, j'arrive pour une première compétition. C'était sur une compétition directement quand je suis arrivée. J'ai jamais fait d'entraînement dans un club sport. Et en fait, il y a tellement de gros handicaps, tellement de grosses histoires de vie, que la première fois, je me suis dit, bah où c'est que je suis, est-ce que j'ai ma place, et c'est petit à petit parce que tu rencontres d'autres personnes qui ont des parcours de vie un peu similaires, ou alors des handicaps similaires aussi, et c'est là où tu commences à trouver ta place, à te dire ok, j'ai le droit d'être ici et tu es légitime d'être ici aussi. Toi, quand tu étais petite fille et que tu enchaînais les différentes activités sportives, est-ce que tu rêvais de sport, de grands résultats Ouais, ouais, en réalité en fait j'étais pas quelqu'un de très scolaire, mais j'étais quelqu'un de très, vraiment très très dynamique et qui était souvent assez fort dans différents sports. Je me débrouillais bien avec mon corps, on va dire. Et je faisais que répéter à mes parents, mais de toute façon, moi je ferais pas d'études, je ferais du sport études. J'étais très petite quand je disais ça, donc je savais pas du tout ce que ça voulait dire Ouais. non plus. Mais mon rêve, ça a toujours été de pouvoir faire beaucoup de sport et d'avoir les études à côté. Mais en fait, c'est ce qui crée mon équilibre. C'était pas forcément la compétition qui me plaisait, mais vraiment l'entraînement et tout ce que ça englobait, le dépassement de soi, le partage avec les autres, le plaisir que ça procure et l'apaisement que tu peux ressentir aussi après une séance. Et quand tu arrives du coup sur cette première compétition de paranatation, qu'est-ce que tu ressens et comment aussi, enfin quel résultat tu fais aussi parce que par rapport aux autres, on sait pas comment on se situe quoi quand on arrive pour la première fois. Ouais, bien sûr. En fait, je me souviens, c'était sur des championnats de France à Dijon que j'arrive, il me semble. Et en fait, bah, je fais le déplacement juste avec ma mère. Je suis un peu en mode découverte. Clairement, je regarde un peu à droite à gauche. C'était en 2015, donc quand même l'année avant les Jeux de Rio, il me semble. J'arrive et il y a quand même des grands nageurs qui ont très bien performé à Londres et je suis un peu en mode ouais, en mode spectacle, mais en mode qu'est-ce qui m'arrive? Genre il y a quand même très peu de temps entre mon accident et ce moment-là, donc ça fait beaucoup d'informations pour une jeune fille. Donc je fais un peu en mode je regarde partout et je me nourris un peu de tout ce qui se passe et j'essaie de voir, de trouver ma place aussi. Et donc après, tu as un accompagnement pour t'expliquer aussi comment ça marche, parce que bah, toi, tu le dis, tu connaissais pas du tout ce milieu. Enfin, on le voit avec toutes les classifications qui sont aussi compliquées à comprendre, de se dire, bah, en fait, pourquoi elle nage alors qu'elle a une main en moins et que l'autre en face, il a tout son corps. Enfin, tu vois, c'est aussi des choses où quand tu regardes juste avec un œil de personne non handicapée, tu te dis, mais what? Je comprends rien. Nous aussi, on comprend rien quand on arrive. Hein. Ça part clairement de là et en fait, on apprend sur le tas, clairement.
Il n'y a pas d'explication. Enfin, forcément, quand tu passes en classification, etc., tu sais à peu près la procédure qu'il y a pour te mettre dans différentes catégories. Mais des fois, on ne sait pas pourquoi telle personne est dans telle catégorie. Et en même temps, ça ne nous regarde pas parce que c'est un dossier médical. Donc, si un choix qui est fait, on n'a pas notre mot à dire. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Si le jury a mis cette personne dans cette catégorie, c'est qu'elle doit être dans cette catégorie. C'est qu'elle est au bon endroit. Voilà. Donc ça, moi, j'ai pas mon mot à dire. Je suis pas la professionnelle pour pouvoir dire quelque chose. Mais clairement, hein, des fois, on est totalement perdu aussi, et on comprend pas tout. Et moi, ça fait 10 ans que je suis en équipe de France maintenant, et il y a des choses que je comprends toujours pas. Et quand je suis arrivée, j'étais totalement perdue aussi. Hein. Et du coup, toi, c'est la mentalité, c'est quoi? Juste, tu kiffes parce que t'as envie de faire de la compète, d'être au contact des autres. Et... C'est ça. Pour moi, le sport, c'est ça. J'ai envie de prendre du plaisir, de le partager, de me dépasser, de faire des choses dont je pensais pas être capable. C'est vraiment toutes ces valeurs-là qui sont très importantes dans ma vie personnelle, mais aussi qui se retrouvent beaucoup dans le sport et que j'ai des fois, c'est des valeurs que j'ai des fois perdues et qui du coup m'ont perdu en tant qu'individu et que j'ai dû retrouver pour prendre du plaisir et pour pouvoir performer aussi derrière. Comment après tu te projettes dans cet avenir-là, ce nouvel avenir en fait que tu n'avais pas imaginé? C'est un peu comme quand je suis arrivée dans le monde paralympique, c'est du hasard et des choses qui se sont fait assez vite et assez naturellement. Parce que du coup, j'ai fait ma première compète sur des championnats de France en 2015 et en fait cette compète-là, elle était qualificative pour les Jeux européens de la jeunesse. Sans même le savoir moi personnellement en fait, parce que je débarque, je sais pas réellement qu'est-ce qui s'y passe, etc. Et donc, je me qualifie pour cette compète. Et cette compète se passe en juillet. Et juste avant, tous les jeunes qualifiés se regroupaient à Vichy pour un stage équipe de France jeune, entre guillemets. Et c'était le coach du pôle France handisport basé sur Vichy qui nous entraînait et qui partait avec nous sur la compète. Donc, du coup, on fait ce stage-là. Et à la fin de ce stage, le DTN et le manager de l'équipe de France me disent pourquoi tu veux pas intégrer Vichy en début d'année, etc. Ça serait vraiment bien pour ton projet. Moi, en tant que studiste, du coup, 6 heures de route en pleine campagne, j'ai dû regarder droit dans les yeux, j'ai dit jamais la vie, oubliez-moi. Non, merci pour la proposition, c'est bien gentil, hein. Mais Vicky, vous ne m'y verrez pas. Donc, on rentre chez moi après la compète, etc., où j'avais quand même bien performé pour avoir repris la compète et l'entraînement il n'y a pas si longtemps. Je ressors avec 2 médailles, il me semble, une d'or et une d'argent. Et en fait, pendant les vacances, ça me trotte dans la tête. J'en avais parlé à mes parents, je leur ai dit, voilà, ils m'ont proposé ça, etc. Et 2 semaines avant la rentrée, on les appelle, on leur dit, c'est ok. Et là, ils disent, mais en fait, il n'y a plus de place dans la classe dont elle devait passer. Je devais passer en première à l'époque. Et je dis à mes parents, c'est pas grave, je redouble. Donc en fait, sur un coup de tête, en fait, c'est qu'ils avaient une place en seconde, mais ils n'avaient pas de place en première. Je dis, c'est pas grave, je refais ma seconde, sachant que j'avais tellement loupé de cours avec mon accident, les examens, etc., que j'étais déjà un peu ric-rac, que j'avais dit, je suis pas un entrée, je suis de fin d'année, au pire des cas, ça rééquilibre un peu la norme. Ouais. Et du coup, en 2 semaines, je fais toutes mes affaires et je pars à Vichy. Mais sur un coup de tête, le plus total, parce que mes parents, ils étaient, on t'accompagne, mais je sentais bien qu'ils étaient un peu inquiets. Mais ça leur faisait plaisir que j'arrive à rebondir aussi après mon accident. Et j'ai débarqué à Vichy comme ça. C'est ce que je dis souvent, ça a été beaucoup plus dur à vivre pour mes parents toute cette période-là que pour moi, parce que j'avais 13 ans, j'étais une jeune fille innocente et naïve, je comprenais pas ce qui se passait réellement dans ma vie, je me posais pas du tout les mêmes questions que mes parents sur mon avenir, sur ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, est-ce que ça allait m'impacter ou pas. Moi, je vivais le moment présent et oui, c'était dur sur le moment présent parce que je souffrais aussi, parce que c'était des opérations, c'était des choses pas vraiment cool, mais je voyais pas tout l'impact que ça pouvait avoir sur mon avenir. Alors que eux le voyaient et que ils comprenaient les mots des chirurgiens, moi je les comprenais pas. Ils comprenaient tous les mots du procès, moi je comprenais pas ce que ça voulait réellement dire un procès. Donc pour moi ça a été vraiment beaucoup plus dur à vivre, comme pour tout mon entourage. Et je pense que de me voir rebondir de cette manière-là les a aidés à faire leur deuil de toute cette période. Moi au niveau du coude, je peux pas le tendre et le pied correctement, donc je suis limitée à 90 de flexion. Et pas beaucoup en extension non plus. Ouais. Ça bouge pas là, énormément. C'était ton max? Oui. Ok. Donc là, c'est vraiment le max, comme si on arrive au max en extension d'un côté de lambda. Je peux pas aller plus loin quand t'appuies et tout, il y a rien qui se passe. Et après, je peux pas tourner le poignet, donc je peux pas faire les marionnettes. Ce mouvement, il existe pas chez moi. Mon poignet, il bouge pas, quoi. Donc du coup, ça influe forcément sur la force aussi que j'ai dans la main. J'ai beaucoup moins de force dans la main et dans le coude.
24 ans. Je pars sur mes deuxièmes Jeux paralympiques et ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée sur Brest pour m'entraîner avec le groupe élite valide de Brest. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et j'arrive sur ces Jeux vraiment sereine et avec l'envie de performer mais avec le sourire. Donc c'était vraiment ça, c'est la base de mes Jeux. Quand je suis partie, j'ai dit je veux pas revivre ce que j'ai vécu à Tokyo en pleurant à toutes mes courses. Je veux pouvoir partager de la joie, le sourire et être moi-même. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé en tête tout le long et sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi durant ces 3 ans depuis Tokyo pour trouver qu'est-ce qui me faisait plaisir et comment j'avais envie de performer et comment j'avais envie d'être. Donc en arrivant là-bas, j'ai fait 3 mois de prépa, les 3 derniers mois vraiment excellents. Et juste avant les Jeux commencent, j'ai un petit temps avec mon coach, je me rappelle, genre juste en bas de notre bâtiment. Et ils me dit bon bah voilà, on y est. On a fait ces 2 ans et demi, on a fait cette année de prépa pour les Jeux. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire 3 mois aussi merveilleux qu'on les a fait. On n'aurait pas pu les penser aussi fort et aussi bien. Et il me dit moi j'ai jamais été aussi confiant dans la préparation d'une athlète. Du coup maintenant on a juste à kiffer, à performer, à le faire avec plaisir, avec la joie et la bonne humeur. Et amuse-toi. Donc j'étais vraiment dans cette dynamique. Et il faut savoir que du coup, le 100 mètres, cette journée-là, elle vient 3-4 jours après le début de la compétition. Donc j'avais déjà fait une course où j'avais cassé le record de France, où je fais 5e. Enfin, c'était vraiment ce qu'on avait en tête déjà des performances que je pouvais réaliser. Et le matin, je me lève et je sais que j'étais une des seules à nager ce jour-là. Donc j'étais un peu seule de l'équipe de France à me lever et à faire ma journée de compétition. Euh, et j'étais sereine. En fait, j'avais jamais vécu ça, mais j'étais sereine. Je savais que j'allais pouvoir nager vite et je restais focalisée sur ce que moi je pouvais faire et pas sur ce que les autres allaient pouvoir faire parce que ça, je pouvais pas le gérer. Donc en fait, le matin, on avait décidé que j'essaye de gagner ma série mais le plus facilement possible. Donc c'est ce que je fais. Je pars tranquille avec les filles et à la fin, pendant 25 mètres, je relâche et j'essaie juste de garder un œil à droite à gauche histoire de toucher devant et d'être assez bien positionné le soir. Et c'est ce que je fais parce que du coup, je nage une 40 il me semble, quelque chose comme ça. Et j'ai troisième temps pour l'après-midi. Donc c'était clairement ce qu'on était venu chercher. Et directement, je me rappelle aux médias, ils sont tous là. Bon alors pour ce soir, la médaille est assurée, etc. Et j'avais directement fait redescendre tout le monde en disant que je me sentais bien, je savais que j'allais nager vite, mais que je savais pas ce que les autres pouvaient faire à côté non plus, et que j'allais rester concentrée sur ce que moi je pouvais faire et de m'amuser au maximum. Il y avait forcément du stress, hein. Ça serait mentir de dire qu'il y avait pas de stress entre mes deux courses. Je sais que j'ai réussi à me poser, pas vraiment à forcément dormir, mais à mettre de la musique et fermer les yeux au moins jusqu'à la course de l'après-midi. Mais je savais, j'étais confiante en fait dans le fait que j'allais pouvoir performer. Déjà, je sors de ma course, donc il y a forcément des bilans un peu médiatiques où on est obligé de passer. Donc je passe un peu de temps sur les médias quand même. Je rejoins mon coach et je fais ma récup et après on discute de la course. Pendant que je suis sur la table de kiné en train de récupérer aussi. En fait, à ce moment-là, mon téléphone, j'y ai pas encore touché. Et pendant tous les jeux, j'avais décidé que les réseaux, ils seraient soit en ne pas déranger, donc je vois pas les notifications, soit ils seraient gérés par quelqu'un d'autre. Et sur cette journée-là, le seul média que j'ouvrais, c'était TikTok, mais un TikTok où c'était un compte où personne n'avait accès et c'est juste pour pouvoir être sur mon téléphone si j'en avais envie. Donc c'est la seule distraction que je pouvais avoir sur mon téléphone. Et tous les messages, etc., je ne lisais rien, à part des messages, directement messages avec mes proches. C'est les seules personnes avec qui j'ai échangé. Parce que ça me tenait à cœur de, par exemple, savoir qu'ils étaient dans la piscine. Ils m'envoyaient souvent une photo de là où ils étaient localisés dans la piscine, etc. Mais entre mes deux cours, généralement, je discutais avec personne. Ou alors, des fois, je recevais juste un message d'encouragement de mes meilleures amies en disant en me montrant une petite photo avec elle avec des pancartes let's go pour ce soir, amuse-toi, des choses comme ça, mais c'était juste des mots d'encouragement. Mais sinon je regardais rien de ce qui se passait sur les réseaux ou ce qui se disait sur mes performances, etc. Parce que justement j'avais envie d'être dans ma bulle et de pas interférer avec le monde extérieur entre guillemets à ce moment-là. Donc il y a quand même pas mal de temps entre mes deux courses, hein. Il me semble que le soir, je nage quand même vers 18h, etc. Donc, il se passe facile
5-6 heures entre le matin et le soir. Du coup, je pars le soir sans plus de pression que ça. Forcément, j'ai juste envie d'y aller et de pouvoir nager vite et de vivre cette course. Je fais mon écharpe, tout se passe bien, on sent que les choses sont en place avec mon coach, etc. Et je me souviens juste du moment où j'appartiens à la chambre d'appel. On avait un petit rituel, c'est qu'on se tapait dans les mains et dit amuse-toi, c'est ton moment. Et je me rappelle être partie avec des chaussettes que ma meilleure amie m'avait confectionnées, elle avait brodé à la main. Et j'avais mis ce soir-là des chaussettes, il y avait marqué Time to Shine. Et en fait, c'était des petits signes, mais qui pour moi, en fait, m'apportaient le soutien de mes proches qui avaient été là toute l'année pour moi, pour m'aider à me préparer. Mon coach me dira plus tard que je rentre dans la chambre d'appel et il rejoint le manager de l'équipe de France qui lui pose la question, bah, tu penses qu'est-ce qu'elle peut faire? Il dit, bah là, clairement, elle peut faire première, comme 5e. Ça dépend de comment elle gère la pression de tout ça. Mais elle peut le faire. Et en fait, il y avait tellement de monde dans ces gradins. Et ce soir-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que tous mes proches étaient là. Et quasiment toute l'équipe de France était venue dans les tribunes alors qu'ils nageaient pas. Donc ils étaient tous là pour ma course quasiment. Sans vraiment que je le sache. Et en fait, je suis arrivée au bord de ce bassin, j'avais quand même mon casque. Mais je l'ai enlevé pour sentir la puissance et l'énergie de tout ce public qu'on a eu aussi pendant les Jeux. Et j'avais envie de le vivre pleinement. Et du coup, dans mon entrée dans la piscine au bord de ce bassin, là, derrière le plot, j'enlève le casque et je regarde tout le monde et j'avais le smile, quoi. Je me suis dit, mais là, ce que tu es en train de vivre, de un, tu le revivras jamais. Et de deux, c'est un moment historique du sport français, donc profite-en. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et en fait, je me suis nourrie aussi du public. Et je me souviens poser ce pied sur le plot, sur le premier sifflet. Et il y avait encore tellement de bruit. Les gens criaient Emmeline, Emmeline, et ils s'arrêtaient pas en fait. Et au micro, ils ont dû dire, s'il vous plaît, du silence pour le star. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, les gens, ils sont avec moi, genre, tu nages pas toute seule là ce soir. Tu nages avec 15 000 personnes avec toi dans ta ligne. Et après, j'étais totalement focalisée sur ce que je devais faire, mais c'était tellement cadré. Je savais tellement ce que je devais faire à tel mètre, à tel mètre. On avait tout un schéma de course qu'on avait planifié, que c'était automatisé. Je savais que je devais partir avec des filles à côté en étant facile. Donc je pars, je vois que je suis avec les filles. 50 mètres, sans laisser trop d'énergie. Je suis avec elles, je pars en étant placée dans ma neige. Et en fait, aux 50 mètres, on tourne. Et j'étais de la chance d'être positionnée du côté où je tourne. Donc je vois toutes les autres filles sur ma droite. Et là, je me dis, OK, on est 4-5 dans la course. Maintenant, c'est sur le dernier 50 que ça joue. Donc je remets une couche sur le 75. Et à 75, je vois qu'on est 3-4. Et là, je me dis, bon, ok, maintenant, on les regarde plus. Et on essaie de toucher le mur au maximum, le plus possible. Et à ce moment-là, en fait, à partir du 75 mètres, je sais plus du tout où je me situe dans la course. Je sais juste que j'ai envie de toucher ce mur. Et je vois même pas, en fait, que je suis à côté de la Canadienne. La Canadienne, qu'il faut dire quand même qu'elle est championne du monde, championne paralympique en titre depuis, je pense, facile 2016 et qu'elle n'a pas été détrônée depuis très très longtemps. Et en fait, je les regarde plus. Je me souviens à peine justement de ce morceau de course parce que je respire quasiment plus et je me dis juste, tu l'as dans les jambes, tu touches le mur. Et c'est un truc qui tourne un peu dans ma tête en boucle pendant ces 15 mètres-là. Et quand je touche le mur, le premier truc que je cherche à voir, c'est savoir s'il y a cette lumière sur le flot. Parce que on m'a toujours dit et j'ai toujours vu que au jeu, il y a la lumière qui s'allume sur le flot quand t'es sur le podium. Donc le premier truc que je fais, c'est tac, et un petit mouvement de tête, genre, hop, la lumière, elle est là ou pas? Et en fait, je vois cette lumière, et il y a un soulagement qui vient en moi, et à ce moment-là, j'entends même pas le public et tout, c'est genre juste des millièmes de secondes qui se passent, mais je me dis, waouh, ça y est, j'ai réussi à monter sur ce podium, quoi. Et à ce moment-là, du coup, je regarde, je me tourne, j'entends le public, je vois la Canadienne qui célèbre pas, je vois le panneau, enfin l'écran géant plutôt, c'est même pas un panneau, c'est un écran géant. Mais comme je viens de passer 20 mètres en hypoxie, je vois un peu flou. Je regarde le numéro, mon nom, ma ligne. Et là, en fait, il y a un moment de latence. Je me dis, attends, je me suis peut-être trompée, je vais quand même re-regarder. Et là, je comprends réellement ce qui est en train de se passer. Et la course d'une vie à 24 ans seulement, 100 mètres nage libre.
Oh. Emeline Pierre, la nageuse de Brest, ligne d'eau numéro 3 aux côtés d'Aurélie Rivard qui est partie très vite avec également Warrington, la Britannique bonnet rouge. Elle n'a pas envie de lâcher, on le sent. Non. Donc là, tout va se jouer au virage. C'est sur le début du retour. Tekini tout en bas. Et puis regardez Emeline Pierre, deuxième avec deuxième position, c'est très bien ça. Très belle coulée. Très belle coulée pour Emeline Pierre et profiter du travail d'Aurélie Rivard pour se coller à la ligne, pour en profiter, pour passer devant. Regardez, Aurélie Rivard, c'est juste la meilleure nageuse de la planète. Il faut pas craquer. Emeline Pierre qui est en train de tenir à 15 mètres de l'arrivée, mettre le bassin à feu et à sang. Et oui, elle le fait. Emeline Pierre, championne paralympique. Ouais, médaille d'or. Championne paralympique, Emeline Pierre devant Rivard. C'est exceptionnel. Elle l'a fait. La Brestoise a mis tout le monde en rade. C'est elle qui est au bout du monde devant avec un chrono d'une 49, un chrono fabuleux. Et je me dis, t'as gagné. Et je me le répète. Attends, tu viens de gagner. Et à ce moment-là, en fait, il y a déjà la Canadienne qui m'a pris dans ses bras. Les autres filles qui ont commencé à venir pour me féliciter. Et en fait, ça se passe tellement vite que quand tout le monde est venu me féliciter, je n'étais même pas encore sortie de l'eau. J'avais à peine enlevé mon premier bonnet. Et je suis montée sur cette ligne. Et là, j'ai vite écouté le public et j'avais la main comme ça et je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer dans ta vie, dans ta carrière? Tu viens de gagner. Et j'avais jamais gagné en fait avant. Je suis arrivée au jeu, j'avais jamais été championne du monde, championne d'Europe, et je venais de gagner cette course au jeu. Ça faisait beaucoup de choses en moi. Quand tu arrives au jeu, t'as envie de kiffer et de surtout enlever les démons que t'as pu vivre à Tokyo. Mais est-ce que quand même t'as des ambitions de médaille, de résultats, enfin, avec le niveau que t'as? C'est presque pas une médaille surprise, tu vois. Enfin, oui, il y a de la concurrence en face, mais t'as travaillé pour ça, quoi. Ouais, clairement. J'arrive au jeu avec les ambitions claires et précises et que j'avais dit même aux médias avant, c'était la boîte. Hein. Donc c'était déjà affiché mes ambitions de médaille. Mais par contre, quelque chose sur lequel je m'étais pas focalisée, auquel je n'avais pas réfléchi, c'était l'ordre du podium. C'était le podium. Pour moi, je cherchais le podium. Mais j'avais jamais réfléchi à l'ordre du podium parce que encore une fois tout peut se jouer et j'avais pas envie de me focaliser sur une seule chose et je savais pas le potentiel que j'avais de nager tel temps ou tel temps. Je voulais juste être sur cette boîte et pour cette boîte comment il faut que j'y aille? Il faut que je nage le plus vite possible. Donc c'est vraiment sur ça qu'on s'était focalisé et en arrivant derrière le flot jamais je pense non plus à l'ordre de ce podium. C'est vraiment la boîte. Et en fait, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi parce que du coup, je me focalisais pas que sur une performance avec un temps réalisé, etc. C'était, il faut que je monte sur cette boîte, comment il faut que je fasse, il faut que je nage le plus vite possible, comment je peux nager le plus vite possible en étant moi-même souriante, spontanée et en utilisant mes forces. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum. Quand tu sors du bassin, moi j'ai cette image où tu vas vers tes proches. Ouais. Raconte-nous ce moment, enfin comment tu le vis aussi parce que tu as la chance d'avoir tout le monde qui est là pour toi, enfin c'est aussi l'avantage des jeux à domicile quoi. Bien sûr. Mais en fait déjà je pense que je reste vraiment un petit moment sur cette ligne en me disant tu viens de gagner, j'écoutais le public, j'étais là, c'est fou ce qui est en train de se passer. Et après je sors de l'eau et en fait j'avais juste quelques pas pour atteindre la première zone médiatique avec France TV et à ce moment-là en fait, même à côté de l'échelle en sortant de l'eau, je reste quelques secondes à saluer le public et à les écouter, à les regarder. Ils étaient encore en train de crier, ils étaient en folie. Et en fait, en arrivant à France TV, mes parents ont réussi à descendre. Donc, je ne sais pas réellement où ils étaient positionnés dans le bassin, mais ils ont réussi à descendre juste à côté de France TV pour se serrer dans mes bras. Et en fait, là, c'est un moment très fort et qui me donne encore des frissons à ce moment. C'est que en fait, ça vient finir un truc, c'est que même après mon accident, j'ai eu des périodes très compliquées après Tokyo où même pour eux c'est dur. Je suis leur petite fille, en plus je suis fille unique, je suis loin d'eux, on se voit pas souvent. Cette année des Jeux, on a dû se voir 2 fois dans l'année à peine, et là ils viennent de me voir gagner à la maison sur une course après tant de moments compliqués et de pouvoir les serrer dans mes bras à ce moment précis, genre juste après être sortie de l'eau.
ça a été juste incroyable. Eux, ils étaient avec autant d'adrénaline que moi. Je pense que là, à ce moment-là, c'est juste beaucoup trop de choses et mon corps, il comprend même pas ce qui est en train de se passer. Mais j'estime avoir une chance inestimable d'avoir pu serrer mes parents à ce moment précis de ma carrière, à ce moment précis de ma course, d'après-course. Comment se passe le podium? C'était beaucoup d'émotions, c'était beaucoup de choses. En fait, il faut savoir déjà que du coup, je sors de ce bassin, j'ai ce moment un peu avec mes parents, après je sors, mais t'as la zone médiatique. Et en fait, j'avais toutes mes affaires comme ça encore dans mes bras, tombées à moitié. J'étais encore toute trempée, j'étais genre un peu shootée par l'adrénaline finalement. Et du coup, tous les gens de l'équipe de France m'attendaient en zone médiatique. Et donc les deux premières personnes que je vois dans la zone médiatique derrière le bassin, c'est mon coach et le manager de l'équipe de France. Et là, c'est pareil. En fait, c'est mon coach fait. J'étais tellement de fierté que j'ai pas réussi à pleurer. J'ai pleuré pour la médaille d'Alex et de Kylian hier. Mais là, il y a rien qui est sorti. C'est beaucoup trop de fierté. Donc il y a déjà une accolade avec eux deux et un moment aussi très fort parce qu'on a partagé beaucoup de choses et que c'était un pari risqué quand il m'a accepté dans son groupe il y a 2 ans et demi. Et après, je fais quelques pas vers la zone médiatique et là, en fait, t'as tous les copains de l'équipe de France qui me sautent dessus. Et pareil, ça m'a énormément touchée parce que c'est des personnes avec qui, pour la plupart, je suis entrée en équipe de France. On a fait toutes nos premières sélections ensemble. C'est des personnes qui sont très chères à mes yeux et de pouvoir les avoir à ce moment-là, j'ai trouvé ça fou et que ils soient aussi contents pour eux que pour moi à ce moment-là. J'ai trouvé ça adorable et beaucoup trop de bienveillance. En fait, j'ai reçu beaucoup trop d'amour en si peu de temps condensé. Et après, du coup, il y a quand même toute cette zone médiatique. Je vais dans le bassin de récupération. Je fais du vélo aussi avant de monter sur le podium. Et il faut savoir qu'en fait, j'étais tellement en transe que sur le vélo, mon coach me regarde et me fait « On va aller faire un bain froid maintenant ». Parce que je dégoulinais, j'avais trop chaud et qu'il restait du temps avant le podium. Et du coup, on a été faire le bain froid avant le podium plutôt que après parce que j'avais trop chaud. Et du coup, j'arrive sur ce podium et il y a une espèce de chambre d'attente, une chambre d'appel du podium où ils nous attendent avant qu'on puisse aller sur la cérémonie de récompense. Et à ce moment-là, j'avais encore de l'adrénaline dans mon corps. Il y a la dame qui était présente et qui gérait cet espace-là. Elle me dit, vous voulez vous asseoir? J'étais comme ça, toute droite, un peu encore tendue, limite j'étais prête à renager. Je me dis, non, c'est bon, je pense que ça va aller. Et en fait, je savais même pas comment gérer parce que j'avais jamais gagné, j'avais jamais chanté la Marseillaise pour moi, pour les copains oui. Et je suis arrivée sur ce podium et d'entendre tous ces Français crier la Marseillaise et de se voir sur cette première marche avec ce podium qui se lève au-dessus de ta tête, je me dis waouh. Et en fait, je suis restée en mode c'est fou ce qui est en train de se passer. Et je me suis nourrie de tout ça. Je me suis dit, ce moment, j'ai envie de m'en rappeler toute ma vie. C'est que pour moi, mais en même temps pas tellement parce que je sais que toutes ces personnes, elles vivent les émotions complètement avec moi aussi. Elles vivent peut-être pas les mêmes émotions parce qu'il y en a qui connaissent que ce moment-là de ma vie. Donc elles vont vivre que cette course-là avec moi. Mais je pense aussi à tous mes proches, en fait, qui étaient là dans les tribunes et qui ont été là à différents moments de ma vie, de ma carrière, et qui ont été là aussi pendant les moments durs et qui savent, en fait, toutes les étapes et qui, du coup, apprécient cette médaille d'une autre sorte, entre guillemets, parce que ils savent que ça n'a pas été simple, ils savent qu'il en a fallu pour arriver là et que, du coup, ils vivent une émotion particulière avec moi. Et c'est pour ça aussi qu'en sortant de ce podium, j'avais envie de le partager avec tout le monde. J'avais envie que les gens ressentent cette joie. Que gagner, c'est pas juste monter sur un podium, on vit des émotions fortes. Et en fait, j'ai réussi à taper dans dans les mains des gens qui sont sur les bords. Il y a ma meilleure amie et ma sparring partenaire de tout l'été qui a fait la préparation avec moi tout l'été, qui m'a accompagnée de A à Z. J'ai réussi à descendre et que j'ai réussi à serrer dans mes bras à ce moment-là. J'étais en larmes, mon papa pareil qui réussit à redescendre et en fait j'arrive à avoir des copains dans les tribunes et en fait ce moment-là il est inestimable niveau émotionnel parce que j'ai mes émotions, je sais ce que je suis en train de vivre, c'est juste une explosion d'émotions dans mon corps, mais en même temps j'en reçois plein
Et du coup, de voir autant d'émotions dans la vie des gens, ça fait sens parce que je me dis, ok, moi je suis en train de vivre quelque chose de fou, mais là il y a 15 000 personnes qui sont en train de vivre quelque chose de fou avec toi et qui vont s'en rappeler toute leur vie aussi sûrement. Et on va au Club France le dernier soir, mais en fait c'est pareil, je savais même plus où donner de la tête tellement il y avait de gens, tellement il y avait d'amour. Et c'est des moments vraiment qui resteront gravés. Et en plus, on était 14 nageurs. Et au début, ils voulaient nous faire défiler un à un. Et on a dit, bah écoutez, nous, si c'est ça, on monte pas sur scène. On veut défiler tous ensemble parce qu'on est une équipe et qu'on a envie de le partager. Et on a réussi à monter tous ensemble. Et c'est fou parce que on en a profité ensemble. On était là, regarde, c'est fou. On a chanté la Marseillaise. Enfin voilà, c'est un moment qu'on a vécu en équipe. On a clos ces jeux en équipe. Et je trouve que ça, c'était beau. Alors je pense que l'émotion de la crainte, elle a été très très présente dans ma carrière, surtout au début. En fait, j'étais craintive de tout. J'avais la crainte de pas être performante, de pas être suffisante, de pas être assez bien, de pas être assez forte, euh, de pas réussir à faire les choses correctement comme il m'était demandé. Et du coup, j'étais dans la peur constamment. Mais je pense que ça venait beaucoup du fait que dans le sport de haut niveau, on t'apprend que il faut être comme ça et comme ça pour être performante. En fait, on te met dans des cases pour dire pour performer, il faut être comme ça. Et en fait, pendant longtemps, j'ai écouté ces voix-là et j'ai écouté ces dictons, on va dire, jusqu'au jour où après Tokyo, je me suis dit mais en fait là, je me suis perdue. Dans tout ça, je me suis perdue. Je suis plus moi-même, je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime. Et c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai dû reprendre les bases de pourquoi j'aimais le sport pour ne plus être dans la crainte. Ok, c'est du sport parce que j'aime le partage, parce que j'aime être souriante, parce que j'aime prendre du plaisir, j'aime le dépassement de soi. Comment j'ai envie d'être quand j'arrive en compète? Bah, pas dans la crainte. Donc j'ai essayé de reprendre toutes ces bases-là et de me dire, bah, en fait, moi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être souriante et de prendre du plaisir, j'ai envie d'être pétillante comme au quotidien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à enlever cette crainte que j'avais à Tokyo. Et c'était un long processus et ça a été quelque chose où j'ai passé beaucoup de temps à le travailler pour réussir à être beaucoup plus sereine à arriver en compétition. C'est marrant que tu parles beaucoup de ton sourire parce que j'ai failli le mettre dans l'introduction pour te présenter parce que pour moi, c'était vraiment ce que j'avais retenu de toi sur ces jeux. Et après, je me suis dit, j'ai pas envie de la réduire à ça parce qu'en fait, t'as amené beaucoup, beaucoup plus de choses. Mais du coup, je vois que ça fait quand même partie de toi et donc, j'aurais pas non plus été à côté de la plaque. Non, complètement. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit aussi après les jeux quand je suis intervenue à droite à gauche. C'est que ce qui a marqué les gens en dehors de ma performance, c'est le fait que je sois spontanée et souriante après les interviews et que je cherche pas à cacher le vrai visage, quoi. L'excitation, c'est quelque chose qui vient un peu être lié à la motivation. Quand je suis motivée, je suis excitée. Quand j'ai envie d'aller faire quelque chose, je suis excitée de le faire, excitée de le bien le faire. Et c'est comme ça aussi que ça me permet d'être motivée, d'adapter mon niveau d'activation d'énergie, d'être dans une énergie suffisante pour avoir envie de performer et pour le faire bien, mais pas non plus au-dessus et pas non plus en dessous en étant un peu trop détente en me disant tranquille, j'arrive là, je vais être bien quoi. Donc l'excitation elle est importante et ça peut être dans la performance, mais des fois c'est juste excité d'aller voir une course d'un copain parce que je sais qu'il va performer et que ça va être une chouette course à vivre avec lui, etc. Donc elle est importante dans la dynamique de groupe, mais aussi la dynamique personnelle dans ta performance. Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais rejoint le cercle des nageurs de Brest avec des nageurs qui sont non handicapés. Du coup, ça veut dire que tu es la seule personne en situation de handicap là-bas. Comment est-ce que tu vis le quotidien? Est-ce que tu penses que ça a été un plus aussi pour tes résultats? Enfin, quelle différence ça fait de s'entraîner avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap? En fait, quand j'ai décidé de quitter Vichy, je m'entraînais que avec des nageurs paralympiques. C'était un déclic. Je me suis dit, là, j'ai besoin d'autre chose.
j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de retrouver ce que j'aime, et ce que j'aimais, c'était le partage et le dépassement de soi. Donc, je me suis dit, il faut que je retrouve un groupe valide qui va me stimuler, où je vais pouvoir être un peu dans le rouge, à les suivre, et que c'est moi qui vais pas attirer les autres, mais c'est les autres qui vont me tirer. Donc, quand j'arrive là-bas, de retrouver un groupe qui a une énergie de groupe et qui m'amène à me pousser, mais des fois, j'étais dans le rouge complet, hein. Je faisais des séances, mais je n'en pouvais plus, quoi. Je touchais le mur, je repartais. Enfin, j'avais jamais de pause. Et c'est ce que j'étais venue chercher, en fait. J'étais venue chercher pour tester mes limites. Je venais dépasser mes limites et voir où j'étais capable d'aller. Et en fait, pour eux, c'était nouveau aussi. Ils avaient jamais eu d'athlète paralympique. Ils savaient même pas ce que c'était ce milieu-là. Que ça soit pour le staff ou si pour le groupe. Donc, en fait, moi, je suis venue un peu avec mon bagage amener aussi quelque chose dans le club qui est en train de se développer à mon plus grand plaisir aussi. Et du coup, ce groupe m'a beaucoup apporté dans le quotidien parce que même s'ils font pas partie du même cursus, ils me soutiennent à fond et ils sont là derrière moi à chaque fois. Après Paris, enfin là, on l'a vécu avec toi. C'est vrai que toutes ces émotions dingues. Enfin, toi et la majorité des athlètes, vous êtes restés quand même sur un nuage, parce qu'après, il y a eu la cérémonie avec tous les athlètes qui ont fait vivre les Jeux, tout ça. Mais à un moment donné, la redescente, elle doit être difficile quand même à vivre quand on retrouve son quotidien. Comment toi, t'as vécu ce retour à la réalité? Déjà, je l'avais préparé un petit peu. Parce que je sais qu'après Tokyo, c'était quelque chose qui avait été compliqué, la redescente et le post-année olympique, paralympique. Parce que tu passes une année tellement dense à t'entraîner que des fois, tu rentres et t'es en vacances, tu dis, waouh, j'ai tout ce temps là, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Donc c'est quelque chose que j'avais préparé, donc j'avais calé déjà pas mal de choses après les Jeux, des vacances, revoir mes parents, passer du temps avec les proches que j'avais pas vraiment eu le temps de voir ou passer des temps plus privilégiés avec eux. Donc il y avait quand même des choses qui rythmaient mon post-jeu. Et je pense aussi qu'on a continué à vivre sur les Jeux pendant un long moment. J'ai été pas mal sollicitée après ma médaille, donc j'étais tout le temps à droite à gauche. Et en fait, c'est quelque chose que j'adore aussi, de bouger dans tous les sens et de pas avoir des trous dans mes emplois du temps. C'est quelque chose, c'est ok pour moi. Et donc, je dirais pendant 2 mois, j'ai enchaîné des trucs comme ça. Et je pense que le plus dur, ça a été vraiment après tout ça. Donc, je suis arrivée aux vacances de Noël en me disant, là, je suis un peu fatiguée en fait. Parce que je suis partie en vacances et tout, mais pendant les vacances, c'est pareil, j'avais envie de profiter, donc on bougeait dans tous les sens, on faisait des randonnées, enfin voilà, je m'étais jamais réellement posée. Et arrivé aux vacances de Noël, je me suis dit, bon, j'ai un peu tiré sur la corde, heureusement qu'il y a ce temps-là, et j'avais presque hâte de passer à autre chose, de me dire, ok, c'était trop bien tout ce que j'ai vécu, j'ai adoré, mais là j'ai envie d'aller chercher autre chose. Je sais que pour m'aider à me remettre dans l'eau et à m'entraîner, il va falloir que j'ai d'autres choses en tête. Et du coup, je suis arrivée en janvier un peu dans ce mood-là où j'ai passé 2 semaines avec un peu plus de down, où j'avais besoin de récupérer de tous les mois que je venais de vivre. Et je suis arrivée en janvier où progressivement ça commençait à revenir. Et en trouvant de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, ça a été plus simple. Après, clairement, je pensais que mon année post-jeu allait être plus simple et être plus relax. Finalement, c'est pas du tout le cas et je me rends compte que là, jusqu'en juin, je vais être carrément sous l'eau et ça va être quand même assez dense aussi. Parce que du coup, qu'est-ce qui fait que c'est moins relax? C'est parce qu'il y a les compétitions qui reprennent? C'est parce que tu retournes à l'école aussi? Oui, c'est ça, c'est que je reste nageuse, c'est là où je passe le plus de temps quasiment, mais je fais quand même des études à côté et du coup, cette année, en fait, c'est mon année du diplôme. Donc, qui veut dire diplôme, veut dire examen de fin d'études, donc veut dire mémoire, veut dire oraux, soutenance. Donc, en fait, ça fait beaucoup de choses cumulées avec le fait de devoir gérer les entraînements, parce que j'ai repris depuis janvier sur mes bases d'entraînement comme l'année dernière, plus tout ce qui est sponsor, etc. À côté, donc tout ce qui est un peu extra sportif, mais qui est important dans ta carrière sportive, et suivre les cours tout simplement. Donc ça fait un emploi du temps assez chargé. Et je sais que jusqu'en juin, ça va être des mois assez denses et des périodes assez compliquées à gérer. Tu as parlé aussi de devoir se retrouver des objectifs après Paris parce que toi, tu visais la boîte et tu as eu mieux que la boîte, tu as eu la médaille d'or. Alors, tu as aussi eu une médaille de bronze à Paris. Mais du coup,
comment t'as réussi à te projeter sur la suite et sur tes prochains résultats, tes prochains objectifs En fait, très vite, hein, réellement, je sais que j'ai accompli quelque chose de gros dans ma carrière, mais j'ai plein d'étapes que j'ai pas faites. Donc très vite, même en sortant de l'eau, je savais qu'il y avait des choses que je pouvais encore faire. Je pense que je peux réellement nager plus vite sur 100 mètres. J'ai jamais été championne d'Europe, jamais championne du monde. Donc c'est quand même des grosses étapes dans une carrière sportive. Et je pense aussi que j'ai d'autres records à faire tomber, des records de France. Je peux aller chercher d'autres médailles sur d'autres courses. Donc en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent à moi. Mais c'était comment se projeter sur des défis aussi à plus court terme qui puissent dynamiser ma saison sans me projeter directement trop loin et que je m'y perde un peu. Et du coup, en fait, on s'est fixé des petits objectifs avec mon coach. On s'est dit, bah, de toute façon, on sait que jusqu'au diplôme, ça va être un peu compliqué de faire des gros championnats, de faire des grosses choses. Donc, bah, on a été faire des trucs que je faisais jamais. On a fait un peu de papillon, on a fait un peu de 400. Et c'est un peu ce qui va dynamiser jusqu'à juin. Il y a quand même les qualifs des mondes à aller chercher. Donc, mon premier 100 mètres nagé que je vais faire, ça va être là pour la Coupe du Monde. J'en aurais pas fait depuis les Jeux. Et j'aurai à cœur de bien faire, mais je sais que pour le moment, j'ai pas pu mettre en place une préparation adéquate pour pouvoir être la plus performante possible. Et que j'ai été m'amuser un peu sur d'autres choses pour aller chercher aussi dans 4 ans plus de choses que ce que j'ai été faire cet été. Et c'était une manière de se projeter doucement dans cette nouvelle Paralympiade. C'est quand les prochains mondiaux? En septembre. Du coup, c'est aussi ça qui me mettait dans l'idée de prendre le temps de faire les choses correctement, de prendre du plaisir dans ce que je fais. C'était la base de tout. Tu prends du plaisir, t'es à l'entraînement, tu fais ce qu'il faut, mais jamais je viendrai te demander de faire des choses trop précises parce qu'on sait que il faut durer dans le temps et que cette période-là, elle est un peu plus complexe à gérer. Dans notre épisode, là, tu as beaucoup parlé de Tokyo et que ça avait été une épreuve difficile. On n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet, mais en tout cas, ça a été challengeant au niveau de la santé mentale pour toi. Qu'est-ce que tu en as appris et surtout, comment est-ce qu'aujourd'hui, tu essayes de faire différemment? Je pense que Tokyo, ça a été un déclic. Je suis ressortie de là en me disant, et tu prends aucun plaisir, à quoi ça sert ce que tu fais? Et du coup, c'est un questionnement qui a été long parce que ça m'a mis très mal pendant des mois. J'ai vécu des mois très très compliqués où je suis descendue très bas. Et c'est un suivi psychologique qui m'a aidé à retrouver un peu la voie de qui j'étais et comment j'avais envie d'être. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de bouger beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle et sportive. Et c'est pour ça que je suis partie aussi de l'IFI. Et en fait, c'est ce qui a dynamisé beaucoup mes années suivantes, c'est que le maître mot devait être mes valeurs. Ne jamais quitter mes valeurs pour me sentir bien. Et je pense que c'est comme ça que niveau mental, je me sens mieux. C'est quand je me sens moi-même, que j'arrive à faire les choses comme j'aime, je me sens bien. Je dis pas qu'il n'y a pas des périodes compliquées. Hein. J'en ai vécu l'année dernière pour mon année olympique et paralympique, et j'en ai vécu aussi cette année, et il y en aura toujours. Mais je sais que en utilisant ces forces-là, j'arriverai toujours à me remettre sur pied et à vivre ces périodes compliquées du mieux que je peux. Et ça veut dire aussi que maintenant, tu es accompagné par un coach mental? Ouais. En fait, déjà pour Tokyo, j'avais une prépa mentale, mais je pense que c'était pas forcément la manière d'aborder les choses qui me correspondait, mais je savais juste pas à ce moment-là. Donc après, j'ai eu un suivi psychologique d'1 an, qui m'a beaucoup aidé à entamer en fait toute cette procédure. Et en arrivant sur Brest, j'ai continué le suivi avec un prépa mental, qui me suit toujours actuellement, et qui m'aide beaucoup justement à des fois prendre du recul sur les situations et me dire ok, peut-être que là j'ai un peu besoin de temps pour moi, j'ai besoin de faire ci, de faire ça pour me retrouver, pour être performante. Parce qu'en fait, en tant que sportif de haut niveau et en étant quelqu'un qui aime être perfectionniste, des fois je peux être dans le contrôle de tout, mais du coup c'est pas bénéfique pour ma performance et pour être bien dans ce que je fais, et je peux ne pas le voir. Donc d'avoir un retour extérieur, de pouvoir échanger, ça m'aide à faire le point et de me remettre en question sur certaines choses pour trouver cet équilibre. En fait, c'est toujours avoir cet équilibre qu'on essaye de pousser tout le temps avec le sport, mais le garder le plus stable possible. Parce que à Tokyo, ce qui avait été difficile, donc tu l'as dit, c'est que tu t'étais un peu perdu sur tes motivations, mais c'était les résultats, c'était la solitude de cette Paralympiade un peu compliquée, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? En fait, je pense que c'était un tout. Déjà, après le confinement, mes 2 plus grands coéquipiers ont quitté l'IFI.
Donc je me suis retrouvée à m'entraîner entre guillemets toute seule parce que le reste du groupe était des nageurs beaucoup plus jeunes avec des handicaps beaucoup plus importants. Donc en fait, je nageais toute seule. Sur le moment, j'étais focalisée sur les jeux, donc ça me dérangeait pas. J'étais là, non, j'aime bien nager toute seule, etc. Mais du coup, c'était déjà une période où, sanitairement parlant, c'était compliqué. On pouvait pas trop sortir, donc j'étais déjà seule un peu à l'extérieur. Plus le fait que je sois seule à l'entraînement, j'étais dans une solitude extrême jusqu'au jeu. Mais quand t'es focalisé sur quelque chose, tu fais abstraction et tu vois même pas l'impact que ça peut avoir sur toi. Et en fait, quand je suis ressortie de ces jeux, c'est là où j'ai ressenti toute cette solitude qui m'a envahie et j'ai pas compris pourquoi. Et en plus de ça, je m'étais perdue individuellement dans qu'est-ce que j'étais réellement, qui j'étais en dehors de cette sportive finalement. Est-ce que j'étais quelqu'un? Est-ce que c'était quelqu'un de différent? Et comment j'avais envie d'être? En fait, tout était mélangé. Il y avait beaucoup de choses de mélangées et ça a mis beaucoup de temps de tout remettre à plat et de savoir où j'avais envie d'aller. Partir de cet environnement m'a beaucoup aidée. On arrive sur la fin de notre enregistrement. J'ai une question pour toi. Si tu devais échanger de vie avec une autre personne, un autre athlète, pour une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je pense que je dirais la judoka Clarisse Agbenienou parce que elle a déjà un palmarès juste monstrueux et elle arrive à faire plein de choses dans sa vie. Et c'est quelque chose où je suis en extase devant. Elle arrive à gérer sa vie de maman comme elle l'entend, avec ses valeurs et elle s'y tient et elle s'y accorde et c'est quelque chose qu'elle va mettre en avant. Plus sa vie sportive à côté et sa vie professionnelle aussi et c'est quelque chose que j'admire. Et j'aimerais bien voir comment elle s'organise et même le fait de faire du judo, d'avoir son niveau en judo, ça me plairait bien de pouvoir réussir à me battre aussi bien qu'elle. Le temps d'une journée, pouvoir mettre des hippons comme ça. C'est ça. Je te l'accorde. Enfin, elle a vraiment un parcours hyper admirable et tout, et donc je comprends. Et dernière question, à quel athlète souhaites-tu passer le relais pour que je réalise le même exercice avec lui ou elle dans Tribune et Podium? Bah du coup, Kylian. Il est attendu. Il est attendu. Et ben, on lui remet un petit message, on l'attend dans le podcast. Un immense merci en tout cas, Emeline, pour ton temps, pour ton partage. Et puis, j'espère que la prochaine fois qu'on se rencontrera, ce sera en vrai, en dehors des écrans. Avec plaisir aussi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!